Salut et bienvenue sur Chronique Fantastique, et les gars, je suis vraiment heureux de replonger dans le Stephen King Universe. Aujourd'hui, on attaque le premier épisode de la nouvelle série d'HBO, sa Bienvenue à Derry, qui explore le passé de la ville maudite, chère au maître de l'horreur. Comme d'hab, vous êtes sur une vidéo 100% spoiler. Voici donc les différents détails et références intéressantes que j'ai remarquées lors de mon visionnage ou trouvées lors de mes différentes recherches. L'histoire se déroule en 1962, soit 27 ans avant les événements du premier film. Pour celles et ceux qui l'auraient oublié, ça est une entité cosmique malfaisante qui vit sous Derry depuis des milliers d'années. Elle se réveille tous les 27 ans durant 1 an à 1 an et demi pour se nourrir principalement de l'énergie psychique générée par la peur et la souffrance. Même si elle n'est pas contre le fait de grignoter un petit bras d'enfant de temps en temps. En fait, Jason Fuchs, Barbara et Andy Muschietti, les créateurs de la série, ont prévu 3 saisons, chacune représentant une période d'éveil de ça. Si la série fonctionne, la saison 2 se tiendra donc en 1935 et la saison 3 en 1908. Ce retour en arrière n'est pas anodin, il reprend la structure des romans, qui mêlaient l'intrigue du club des losers à des interludes qui reviennent sur des événements passés et tragiques de Derry. La première scène se déroule au Capitol Theatre, le même cinéma que le club des losers fréquentera 27 ans plus tard. Dans le livre, le cinéma est un lieu important de l'intrigue. C'est là que Beverly est officiellement intégré au club des losers. Le choix est également symbolique, car ça adore utiliser les références cinématographiques auprès des enfants, notamment les fameux monstres d'Universal comme la momie ou le loup-garou. Le film projeté à l'écran est Le Marchand de fanfare de Music Man en VO, comédie musicale tirée d'une pièce de Broadway qui raconte l'histoire de Harold Hill, un escroc qui se fait passer pour chef d'orchestre. Il débarque dans une petite ville de l'Iowa, la corrompt et soutire de l'argent à ses habitants. Le parallèle avec ça est évident. Tous deux arrivent dans une petite ville, la pervertissent et utilisent ses habitants pour nourrir leurs besoins, l'argent pour Harold Hill, la peur pour ça. Matty est l'archétype des victimes favorites de ça. Déjà, c'est un enfant et l'entité adore les enfants. Ce sont des cibles plus faciles, leurs peurs sont plus malléables et intenses, leur imagination est débordante et leur faculté à croire au surnaturel renforce sa puissance. De plus, Matty subit clairement un traumatisme familial. Il porte des traces de coups sur le visage, le projectionniste fait référence à sa famille compliquée et il suce toujours une tétine à 12 ans, signe de régression et donc de traumatisme. Par ailleurs, l'histoire de Matty ressemble beaucoup à celle d'Eddie Corcoran dans le livre, un enfant qui fugue après avoir été battu par son beau-père et qui malheureusement va tomber sur ça. Le panneau de Derry proclame la ville comme lieu de naissance de Paul Bunyan. Les lectrices et lecteurs connaissent bien cette figure, dont la statue va venir attaquer Richie Tozier 27 ans plus tard. La statue est par ailleurs annoncée en construction dans le journal que lit un peu plus tard Leroy Henlon. Sous la pancarte, on aperçoit un logo W entouré de la mention « La Légion de la décence blanche ». Il s'agit d'une organisation fictive, raciste et suprémaciste blanche, similaire au Ku Klux Klan. Sans trop en révéler, l'organisation est appelée à jouer un rôle important durant cette saison. La peur de Matty n'est pas forcément liée au bébé difforme. Comme je le disais, son vrai traumatisme concerne le concept même de la famille. Ici, ça représente toute la famille, ce qui nous donne un moment très malaisant. Ça est également un opportuniste. En effet, l'entité utilise le message radio qui parle des risques de radiation pour créer le bébé mutant. L'occasion de préciser que cette période de l'histoire représente un terrain de jeu idéal pour ça, tellement l'Amérique est divisée entre racisme latent, paranoïa anticommuniste et peur de l'anéantissement nucléaire. Plus tard, ça va aussi bondir sur l'opportunité offerte par le père de Teddy lorsqu'il parle des abat-jours fabriqués à partir de peau humaine. La voiture repasse devant le panneau de Derry, symbole qu'on n'échappe pas si facilement à la malédiction de la ville, et peut-être un clin d'œil à la série From, qui se déroule aussi dans une petite ville maléfique qu'on ne peut pas quitter. Lorsque l'entité commence à se révéler à Matty, le petit garçon commence à prendre les traits de Grippe sous le clown. Le bébé mutant, lui, est juste horrible. Jumeau absorbé, pas d'yeux sur le visage principal, une seule aile pour voler. Personnellement, la créature me rappelle énormément les bébés mutants de Dead Space. La tétine qui tombe dans la rivière symbolise la mort de Matty et sa nouvelle appartenance à ça. Dans le livre, la rivière Kentuskig suit les égouts qui mènent à l'antre de l'entité. L'eau est littéralement le vecteur qui conduit du monde des humains à l'ancien monstre. Le château d'eau a l'air de tenir un rôle important dans la série. Il fait juste une courte apparition dans les films, mais dans le livre, le château d'eau est le théâtre de plusieurs morts atroces. Stanley Uris rencontre pour la première fois ça à cet endroit sous la forme d'enfants noyés, peut-être un présage pour la suite de la série.
Le commandant Leroy Henlon n'est autre que le grand-père de Mike Henlon, l'un des membres du club des losers. Il fait notamment une apparition ici dans le premier film. Le conducteur aussi est connu dans le Stephen King Universe. Il s'agit de Dick Halloran, le chef cuisinier de l'hôtel Overlook dans Shining. Il apparaît aussi dans le roman Ça, et la série semble vouloir étendre son rôle en s'appuyant notamment sur sa sensibilité au surnaturel. Le bâtiment secret que repère le capitaine Rousseau est sans aucun doute un site où l'on mène des recherches plus discrètes sur le côté surnaturel de Derry. Rappelons que dans l'univers de Stephen King, l'armée est souvent mêlée au surnaturel ou à l'extraterrestre. C'est le cas dans Brume ou encore dans Dreamcatcher. Bon, je n'ai pas lu 100% de l'œuvre de Stephen King, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si d'autres de ses romans abordent le sujet. Au collège de Derry, on aperçoit Bert la tortue. Il s'agit d'un véritable personnage dont le court-métrage était projeté dans les écoles. Il apprenait aux enfants comment réagir en cas d'attaque nucléaire. Plus généralement, le symbole de la tortue est omniprésent dans ça. On la voit à travers la mascotte, Lily la porte en tant que pendentif porte-bonheur et elle apparaît dans la chambre de Phil. Sans compter de multiples clins d'œil dans les deux films. En fait, la tortue fait référence à Mathurine ou Mathurin, je sais pas trop, une entité cosmique bienveillante en forme de tortue géante et qui fait contrepoids à ça dans le macro-vert de Stephen King. C'est elle qui conseille le club des ratés dans la mise en œuvre du rituel de Chud pour battre ça, et elle apparaît également dans La Tour Sombre, l'œuvre qui maintient toutes les histoires de Stephen King au sein du macro-vert. Les boîtes de cornichons posées dans le casier de Lily pour la harceler font référence à l'accident qui a causé la mort de son père dans l'usine de conserverie. Plus globalement, les habitants de Derry sont plus méchants, plus violents et plus apathiques en raison de l'influence de ça. On assiste souvent à des accidents horribles, là encore sous l'influence de ça, afin d'attiser la peur et causer des traumatismes à ses futures proies. La paranoïa de Phil concernant les extraterrestres n'est pas surprenante. D'une part, ils existent vraiment dans l'univers de Stephen King. D'autre part, la science-fiction envahit littéralement la pop culture dans les années 60, à travers le cinéma, les romans et les comics. Teddy fait probablement partie de la famille de Stanley Uris, l'un des membres du club des losers. Sur son casier, on peut lire l'inscription suivante, que je ne vais pas traduire, mais la moquerie sur son nom de famille est le même dont souffre Stanley. On peut donc imaginer que son père est le frère de Teddy. Question que j'ai pas mal vue circuler sur les réseaux, pourquoi Leroy Henlon est-il commandant alors que les États-Unis vivent toujours sous ségrégation raciale ? En fait, l'abolition de la ségrégation raciale s'est déroulée de façon progressive. La fin de la ségrégation dans l'armée américaine date de 1948. L'Executive Order a été signé par Harry Truman, permettant aux Afro-Américains de théoriquement gravir les échelons sur un même pied d'égalité que leurs homologues caucasiens. Toutefois, il n'y a rien d'étonnant à ce que le sergent-chef Masters rechigne à saluer le commandant Henlon, car malheureusement, le racisme est toujours très présent dans la société américaine en 1962. Il faudra par exemple attendre 1964 pour que le Civil Rights Act signe la fin de la ségrégation dans les lieux publics, et 1965 pour que le droit de vote soit accordé aux minorités ethniques. La chambre de Phil contient une tonne de références geeks entre les pulps, l'affiche du film de SF et surtout celle du film d'horreur culte L'étrange créature du lac noir. Une référence directe au livre dans lequel un enfant, Eddie Corcoran, perçoit ça sous la forme de la créature. Phil dessine la couverture de sa bande dessinée, une cover qui pourrait représenter un présage pour le reste de la saison. On distingue un alien, je rappelle que ça provient d'une autre dimension, qui massacre un soldat. En arrière-plan, un enfant se fait enlever, ce qui est également dans les habitudes de l'entité. Le coup de la plomb brillanté est probablement le moyen le plus courant pour ça d'approcher les humains. C'est de cette manière qu'il se dévoile à Beverly dans le film. Dean, l'enfant au skateboard, l'entend dans son bain. Dans la série, Ronnie avoue l'avoir déjà entendu, et dans le livre, même les adultes sont susceptibles de l'entendre. La réaction de la mère de Lily et celle du père de Teddy à la détresse de leurs enfants contribuent à accentuer leur mal-être, laissant suggérer que ça contrôle en quelque sorte l'entièreté de la ville. Dans l'histoire principale, on peut remarquer la même attitude chez la mère d'Eddie ou encore le père de Beverly. Lorsque Lily discute avec Marge dans les toilettes, on remarque un cœur avec à l'intérieur le nom du père de Beverly Marsh. D'ailleurs, c'est dans ces mêmes toilettes que Beverly se fait harceler par d'autres élèves 27 ans plus tard. Le regard que se jettent les parents de Teddy lorsqu'ils leur demandent s'il est possible qu'un enfant soit kidnappé et emmené sous terre suggère qu'ils savent très bien où l'enfant veut en venir. Teddy brave l'interdiction de son père de lire des histoires fantastiques en se plongeant dans un numéro de Detective Comics. C'est dans celui-ci qu'est introduit pour la première fois Clayface, un vilain emblématique de Batman.
Comme l'entité maléfique, Clayface a la possibilité de changer de forme à volonté. C'est également un clin d'œil du réalisateur de l'épisode et co-créateur de la série, Andy Muschietti, car c'est lui qui devrait se charger d'introduire Batman dans le DCU en réalisant The Brave and the Bold. D'ailleurs, le comic book jeté par le père de Teddy est un numéro de The Flash, personnage dont le film a été réalisé par Andy Muschietti dans l'ancien univers partagé de DC Studios. Lors de la seconde rencontre entre Lily, Phil et Teddy, celle-ci parle de son internement à Juniper Hill, un lieu emblématique dans l'univers de Stephen King. C'est dans cet asile que se fait interner Henry Bowers, ainsi que des personnages issus d'autres romans comme Charlie Pickering dans Insomnia. L'attaque que subit Leroy Hanlon semble être commanditée par des espions de l'URSS. Toutefois, ça semble quand même un peu trop simple. Tous les trois portent des masques à gaz et des combinaisons de vol, signe qu'ils ne se sont pas vraiment préparés et ont agi sans réelle réflexion. Peut-être qu'Hanlon a été attaqué pour tester sa résistance face à un ennemi. Dans ce cas, on peut imaginer que le personnage en retrait serait le général Shaw. Autre possibilité, il s'agit d'une attaque raciste commanditée par la Légion de la Décence Blanche, dont pourrait faire partie le sergent-chef Masters. Dans ce cas, l'attaque pourrait avoir comme but de faire fuir le commandant Hanlon. Parlons maintenant de ce final surprenant qui cherche à nous expliquer que personne n'est en sécurité dans cette saison. On peut tout d'abord remarquer la présence de la famille derrière Matty, probablement d'anciennes victimes qui sont aujourd'hui possédées par l'entité maléfique. Ça adore utiliser les écrans pour terroriser puis attaquer ses victimes. On se souvient de la scène des diapositives dans le garage de Bill, mais également d'Henry Bowers lorsqu'il exécute froidement son père. Dans le livre, ça a plutôt l'habitude de hanter les albums photos. On reconnaît l'entité à travers le sourire de Matty, puis elle reprend la forme du bébé difforme pour massacrer 3 des 4 enfants. Durant l'attaque, Robbie ne semble pas attirer l'attention de ça. Au contraire, les volets se baissent et la porte se ferme toute seule pour éviter qu'elle n'intervienne. L'hypothèse la plus probable serait qu'elle ne soit pas encore prête pour lui. Elle semble être élevée par un père aimant, et même si elle doit vivre des moments très compliqués en raison de la ségrégation, ce n'est peut-être pas suffisant pour ça. À moins que l'entité attende patiemment, car avec ce massacre, le père de Robbie va sûrement être suspecté, voire arrêté par la police, créant un mal-être chez la jeune fille dont il pourrait enfin se nourrir. Voilà, c'est tout ce que j'ai remarqué pour cet épisode que je trouve plutôt réussi pour une entrée en matière. Petit bémol pour la colorimétrie que je trouve beaucoup trop flashy à certains moments à mon goût. On ne peut pas dire non plus que la mise en scène est à tomber par terre, on reste sur du très classique et télévisuel. En revanche, les différentes intrigues mises en place, celle autour de Leroy Hanlon et bien sûr celle de l'éveil de Sa, sont assez intéressantes. Après, je dois avouer que j'ai été très surpris de voir autant de personnages se faire massacrer dès le premier épisode. Surtout que Teddy et Phil allaient pour moi faire partie de ce nouveau groupe d'enfants qui allait affronter ça. Et vous dites-moi quel est votre ressenti après ce premier épisode. N'hésitez pas à me donner votre avis ou même à partager un détail qui m'aurait échappé dans les commentaires. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne louper aucun de mes prochains contenus. N'oubliez pas qu'HBO a décidé de programmer le 2e épisode de Bienvenue à Derry dès ce vendredi pour Halloween. Il devrait donc être disponible dès samedi matin sur HBO Max. D'ici là, portez-vous bien, et moi je vous dis à très vite sur Chroniques Fantastiques.